Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie et vous écoutez Épicéa, un podcast dédié aux témoignages inspirants de personnes engagées. Il nous fait rêver avec ces images de la faune sauvage en pleine ville et nous fait comprendre qu'on n'a pas besoin d'aller au Kenya pour voir des animaux incroyables. Salut Thomas. Mais bonjour Laurie. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter dans les mots qui sont les tiens ? Alors je m'appelle Thomas Jean, mon prénom c'est Thomas, tout le monde se trompe évidemment. Et il y a 7 ans j'ai lancé un projet qui s'appelle La Minute Sauvage, avec laquelle je documente la faune sauvage en pleine ville, essentiellement ici à Bruxelles, mais j'ai parcouru un peu l'Europe pour aller observer différents types de cohabitation avec des sangliers, avec des cerfs, avec des ratons laveurs, Avec des ours. avec des ours. J'aborde des questions qui permettent de réfléchir, d'alimenter la réflexion autour de la perception qu'on a de la faune sauvage, mais également la perception qu'on a de la ville. En partant d'une question, c'est est-ce que la ville est uniquement dédiée à l'être humain ? Et avec mon travail, je me rends compte que pas forcément. Et du coup, c'est intéressant d'y réfléchir, surtout aujourd'hui où il y a pas mal de populations animales qui se développent et trouvent de plus en plus la ville attractive. T'as toujours été attiré comme ça par les animaux sauvages ? Ouais, depuis gamin, moi j'ai baigné dans l'observation animalière, de manière un peu spontanée, hein, mais c'est vrai qu'en famille, on a toujours adoré à la fois les documentaires animaliers, tu vois, en vivant en ville, mais mes grands-parents ont une maison dans les gorges du Verdon, et on allait passer tous nos étés là-bas étant gamin. Et donc on passait notre temps avec mes deux frères à attraper des serpents, à observer des scorpions, observer les vautours, etc. Sur les 3 frères, je suis le seul à en avoir fait un métier, mais on est tous vachement intéressés ou passionnés par la faune sauvage et son observation. Ouais. Et du coup, ça c'est quand t'étais gamin, et comment ça s'est matérialisé par la suite ? C'est quoi un peu ton parcours pour être en arrivé là maintenant ? Il est un peu particulier parce que j'ai commencé en faisant des études en sciences commerciales et gestion d'entreprise, donc strictement rien à voir. Parce qu'à 18 ans, je savais vraiment pas dans quelle direction aller. Je savais surtout pas que photographe animalier, c'était un métier en fait. Et puis j'ai bossé comme commercial pendant 12 ans. Autant te dire que c'est des métiers qui ne m'intéressaient absolument pas. Et à chaque fin de journée, j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller boire des coups avec les potes. Et donc, au bout de 12 ans, je me suis dit, tiens, en fait, est-ce que vraiment tu vas finir manager d'un magasin Proximus pour te tirer une balle à 40 ou 50 ans, ou est-ce que tu vas réfléchir un peu à ton avenir ? Et donc j'ai commencé à réfléchir à ce qui m'intéressait vraiment. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mes connaissances naturalistes sur la faune sauvage en pleine ville étaient assez spécifiques. Et donc, j'ai regardé un peu ce qui se faisait sur Internet, et puis je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être vachement cool de faire une chaîne YouTube pour documenter la manière dont toi, tu envisages la ville, dont tu l'observes, et partager ça avec les autres. Et assez rapidement, ça a pris, je pense, parce que je montrais ce que la plupart des gens ne voyaient pas en vivant dans le même quartier que moi, quoi. Des renards qui font leur terrier sur des talus de voies de chemin de fer, des perruches qui font leur nid dans des corniches, des moineaux, plein de petites espèces, des faucons pèlerins, plein d'espèces avec lesquelles on cohabite, mais que personne ne voit nécessairement. Pas autant que moi, quoi. Mais oui, parce qu'en tant que Bruxellois, on croise des renards, mais Mhm. c'est à peu près tout. C'est vrai que nous, les Bruxellois, Bruxelloises, on est quand même, je pense, un peu habitués à cohabiter avec eux. Mhm. Mais on n'a aucune idée, par exemple, enfin en tout cas moi, j'ai aucune idée de où ils font leur terrier, c'est quoi leur vie en fait. Je les vois malheureusement faire les poubelles parce qu'ils ont faim. Mhm. Mais toi, tu permets de voir, en fait, ils vivent avec nous. C'est juste qu'on les Ouais. voit que quand ils font les poubelles. Mais surtout, ils sont pas tout seuls. Qu'est-ce que tu as déjà vu ici à Bruxelles ? Enfin, il y a quoi ? C'est lesquelles espèces nous entourent alors qu'on n'en a aucune idée ? Moi, les espèces que j'aime bien observer, ça va être principalement des oiseaux. Euh,
Donc là-dedans, tu vas retrouver l'oiseau le plus rapide au monde, c'est le faucon pèlerin. Tu vois qu'il y a un rapace diurne qui est capable d'atteindre des vitesses de 400 km/h, enfin presque 400 km/h quand il chasse en fait. Et ça, tu as une quinzaine de couples sur tout Bruxelles. C'est un record européen en termes de couples nicheurs en ville. T'as le martin pêcheur cet oiseau, c'est un bijou vivant quoi. Il est magnifique en termes de couleurs. Et puis au niveau du comportement, c'est hyper intéressant de le voir plonger dans l'eau, attraper des petits poissons, etc. T'as les perruches. Les perruches, la plupart des Bruxellois en ont déjà vu ou les croisent. J'en avais Euh, une sur mon arbre avant-hier matin, enfin l'arbre devant chez moi. oui, ok, bah voilà. Tu vois, il y en a vraiment partout. Ça, c'est une histoire hyper intéressante aussi. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'à la fermeture du Millipark qui se trouvait au Ezel, le concierge, je crois que c'était le concierge, il y avait une volière dans ce parc, tu vois, pour agrémenter un peu les visiteurs, enfin la visite des visiteurs. Et le concierge a ouvert la volière en se disant, c'était dans les années 80 ou peut-être 70-80, en se disant, bah, comme ça, ils retrouvent leur liberté, quoi. Et de 40 perruches, on est passé aujourd'hui à 11, 12, 13 000 perruches sur Bruxelles, quoi. C'est fou. Ouais, alors que c'est un oiseau qui est origine d'Afrique subsaharienne, hein, rien à voir, quoi, mais qui s'est acclimaté, adapté. Enfin bon, voilà. Et en fait, il y a plein d'espèces comme ça à observer. Il y en a beaucoup plus, hein. T'as les insectes aussi qui sont intéressants, le lucan cerf-volant, les abeilles sauvages. Je sais pas si t'as déjà vu dans les pavés. En plus, ici, je crois qu'il y a pas mal de trottoirs à pavés avec des pavés. Entre les pavés, dans les joints des pavés, t'as des petits monticules de terre au printemps et tu vois des abeilles qui sortent de ce truc, ce sont des abeilles sauvages. C'est hyper intéressant à observer. Elles ont Puis, quoi de particulier? ça n'a rien à voir avec les abeilles mellifères enfin, quand tu dis le mot abeille, la plupart des gens pensent à l'abeille qui fait du miel, quoi, tu vois. Ah, Qui Maya est- l'abeille, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement. C'est une abeille. Ça, c'est l'abeille domestique. C'est une abeille qui a été, allez, utilisée pour produire du miel. Et en fait, c'est une espèce d'abeille, mais en Belgique, tu comptes un peu moins de 400 espèces d'abeilles sauvages qui sont pas du tout organisées socialement comme les abeilles mellifères. Ça peut être des abeilles solitaires qui vont vivre toutes seules ou en colonie, etc. Et à chaque fois, elles vont avoir des comportements au niveau de leur production qui vont être différents. Et du coup, c'est hyper intéressant à observer. Et en fait, euh, contrairement aux abeilles mellifères qui vivent dans des ruches, ou enfin vraiment l'imaginaire qu'on a autour de cet animal, elles vont vivre dans des interstices, dans des murs, dans des trottoirs, dans des arbres en décomposition, etc. Et enfin voilà, à observer, c'est génial parce qu'on vit directement avec elles, quoi. Mais t'as plein d'autres espèces, puis t'as le renard, bien évidemment, qui est un animal que j'adore parce il symbolise assez bien le sauvage en pleine ville. Et dernièrement, on a eu le sanglier à Bruxelles. Enfin, un sanglier qui est resté pendant 2 mois au parc de la Velue et que j'ai pu observer après 10 tentatives infructueuses. Mais ça aussi, c'est génial. Et j'espère qu'une seule chose, c'est une population de sangliers s'installe à Bruxelles. Et quand tu dis ça, les gens peuvent être un peu étonnés et se dire est-ce qu'on est capable de cohabiter avec des sangliers? Bon, avec les renards, apparemment, on le fait et tout va bien. Mais en tout cas, dans l'inconscient collectif, on a un peu peur des sangliers. Mhm. Moi, je viens de la campagne, hein, mais bon, maintenant, je suis une vraie citadine. Mais même quand je vivais à la campagne chez mes parents, c'est pas un animal. On n'est pas très attendri par le sanglier. On est même un peu hostile au sanglier, je trouve. Du coup, comment est-ce que les Bruxellois, Bruxelloises appréhendent la cohabitation avec le sanglier? Alors, pour répondre à cette question, il faudrait faire un sondage. Mais c'est vrai que, en ayant partagé les photos de cet animal que j'avais observé dans ce parc, j'avais pas mal. Enfin, j'avais effectué une veille sur les réseaux sociaux, sur la presse, etc. Et c'est vrai que tu as beaucoup de personnes qui en avaient peur, quoi, qui se disaient mince, il va attaquer mon chien, si je me balade avec mes enfants, il y a un risque qu'il attaque mes enfants, qu'il charge, etc. Et c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que, comme toi, tu viens de la campagne, tu as une perception de cet animal qui provient directement du milieu rural, quoi. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, la perception qu'on avait de la faune sauvage, t'as des personnes qui ont peur des renards, hein, par exemple, tu vois. Cette perception, cette angoisse, cette peur,
Je pense qu'elle provient tout droit d'un narratif lié à une activité que tout le monde connaît bien, c'est la chasse de loisirs. Euh, Parce que dans le cadre de la chasse, les chasseurs, les rabatteurs, toutes les personnes qui interviennent sont confrontés à des animaux qui sont en fuite. Et ces animaux vont adopter des comportements de défense. Tu vois, un sanglier qui fait 100 kilos, si il fonce droit vers toi, t'es quand même mal barré, quoi, tu vois. Et physiquement, ça peut provoquer de sérieux dégâts sur un être humain. Mais la différence, c'est que en milieu rural où la chasse de loisirs est pratiquée, les animaux considèrent l'humain comme une peur, enfin comme une menace mortelle ultime. Tu vois, c'est le prédateur, le super prédateur qui est susceptible de donner la mort à n'importe quelle espèce. En milieu urbain, c'est complètement différent. En milieu urbain, la chasse de loisirs n'est pas pratiquée Et même et, interdite. et strictement interdite, évidemment. Et donc là, on a une autre perspective qui s'ouvre, et surtout, enfin, à la fois pour l'humain, mais pour l'animal aussi. Et donc, les sangliers qui font des incursions dans la ville comprennent assez rapidement, comme ça a été le cas pour le renard, hein, que dans ces endroits-là, en fait, ils n'étaient pas menacés. Et que l'humain ne représentait plus une menace mortelle. Et donc, moi, j'ai été observer des sangliers à Rome, à Montpellier, à Marseille, à Gdańsk en Pologne, enfin dans plein de villes. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que dès qu'il y a plusieurs générations qui suivent de sangliers en milieu urbain, ils s'adaptent à l'activité humaine, à l'humain, et ils acceptent totalement la présence humaine, et sans montrer le moindre signe d'agressivité, en fait. Et donc, c'est intéressant de voir que dès qu'on fout la paix à la faune sauvage, la cohabitation est possible, et surtout le rapport qu'on va avoir avec l'animal en question va changer complètement. Et du coup, c'est toujours la même chose en fait. Si ça se passe mal, c'est les humains en fait qui génèrent des cohabitations pas possibles. C'est parce que on les effraie avec la chasse de loisirs. C'est quand même toujours la Oui. même chose. C'est ça avec une vue globale, une vision globale. C'est-à-dire que, enfin, faut prendre un peu de hauteur. C'est plutôt ça que je voulais dire. Dans le monde occidental, l'humain et l'occidental a fonctionné vis-à-vis de son environnement en considérant qu'il en disposait. Et à côté de ça, tu as les êtres vivants non humains avec lesquels il cohabite, qu'il a toujours considérés comme des objets. Tu vois, et la faune sauvage, évidemment, fait partie, au même titre que la végétation, les arbres, etc. Et donc, le rapport qu'on a développé avec la faune sauvage, de manière quasi ancestrale, c'est un rapport de domination, un rapport morbide. Et donc, effectivement, quand tu dis que l'origine du problème, c'est l'humain, c'est surtout le rapport qu'on a développé avec notre Complètement. environnement. Et effectivement, ce rapport, et cette culture, cette perception, tout ça euh, va participer à une forme d'incompréhension qui aujourd'hui peut mener à des situations d'accident, à des situations de risque, etc. Tu as des personnes qui auront très peur des renards ou très peur des sangliers. Quand ils y seront confrontés en milieu urbain, ils vont adopter des comportements qui ne seront pas adaptés. J'en sais rien, moi, jeter un bâton sur un sanglier en se disant je vais l'effrayer, je vais lui faire peur, ou agiter les bras, se mettre à hurler. Et en fait, tout ça sont des signaux qui, socialement parlant, chez un animal comme le sanglier, peuvent être interprétés comme une forme d'agressivité ou de menace, quoi. Et dans ces cas-là, il est susceptible de pouvoir considérer devoir se défendre. Et donc, c'est dans ces situations-là qu'on va générer des situations à risque. Si tu restes calme avec un animal qui ne te considère pas comme une menace, même avec un ours, il se passe strictement rien. Mais d'ailleurs, parlons-en des ours. J'ai écouté ton TED Talk et tu parles des ours en Roumanie et que les Roumains cohabitent depuis, tu vas dire depuis combien de temps parce que je ne sais pas, depuis toujours peut-être, avec Oui. les ours et ça se passe bien. Alors ça se passe globalement bien. Évidemment, le souci avec l'ours, c'est que c'est un animal qui est extrêmement puissant et qui dispose d'outils comme des griffes, des crocs qui sont quand même assez impressionnants. Oui, il peut te tuer un coup de patte, quoi. Voilà, il peut tuer un être humain en un seul coup de patte. Et donc, c'est là tout le problème, c'est que les situations à risque ou les situations qui peuvent mener à un accident, généralement, sont susceptibles de mener à un accident mortel. Donc ça veut dire que là où avec le sanglier ou avec les renards, quand tu es dans une situation à risque, bon, le risque il est extrêmement faible, enfin, le risque de mortalité il est très, voire inexistant. Par contre, avec des ours, dès qu'il y a une situation d'accident, c'est problématique, quoi. Mais malgré tout, les Roumains vivent avec les ours depuis toujours. Tout ça encore, c'est pas parce que
Ils voulaient préserver les ours. C'était pas dans une dynamique de préservation très positive. C'était surtout lié à la chasse, en fait. La chasse est uniquement dédiée aux castes les plus hautes du pays, quoi, tu vois. C'est ce qui a permis de préserver les ours, mais c'est ce qui a aussi permis de développer une culture de l'ours. C'est-à-dire que les Roumains qui vivent depuis toujours en Roumanie, qui sont exposés à la cohabitation avec les ours, savent déchiffrer quelle situation est problématique et laquelle ne l'est pas. Quand moi j'étais sur place dans les villes de montagne dans les Carpates, j'observais des Roumains, j'observais des ours qui, pareil, venaient se nourrir dans les poubelles dans les villes. Et j'observais des Roumains qui signifiaient leur présence en applaudissant ou en parlant à voix haute, même s'ils étaient tout seuls. L'ours captait la présence de la personne dans la rue. Et le gars, il regardait le comportement de l'ours. Si l'ours partait, bah, tranquille, il pouvait continuer. Si l'ours restait sur place, en fait, pareil, il pouvait aussi continuer, parce que ça voulait dire que l'ours n'allait pas le considérer comme une menace, et donc il allait continuer à manger, et la personne pouvait traverser de l'autre côté de la rue, quoi. Donc il se retrouvait à moins de 10 mètres de l'ours, quoi, tu vois. Et ça, je l'ai observé plusieurs fois. Donc ils ont une vraie culture de l'ours, ils savent comment se comporter face à un ours. Ce que les touristes n'ont pas, ce que les personnes qui viennent travailler en Roumanie depuis l'étranger n'ont pas. Et c'est là où ça pose le problème. C'est que quand ces personnes-là qui n'ont pas la culture de l'ours sont confrontées à des situations à risque, ils ne perçoivent pas le risque. Et donc ils vont se mettre dans une situation qui peut mener à un accident et parfois un accident mortel. Mais donc il y a des accidents chaque année qui sont en dizaines d'accidents, je pense. Mais de manière générale, la cohabitation se déroule assez bien avec les gens qui disposent de la culture de l'ours, quoi. Mais c'est fou de se dire que... Enfin, moi, je savais pas du tout qu'il y avait des gens qui cohabitaient... Mm. Alors, évidemment, en fait, j'aurais pu l'imaginer, hein, avec, voilà, avec des ours en milieu urbain. Donc, on n'est pas sur quelqu'un qui vit au fin fond de la forêt et qui vit... Ouais, ouais. par défaut, Mhm, cohabite mhm. avec l'ours. Là, on est vraiment en milieu urbain, donc c'est pas du tout un schéma qu'on peut imaginer. Et c'est là où je pense que c'est ta force, c'est que toi, tu rends visible ça. Mhm. Et c'est pour ça que tu fais un travail de sensibilisation qui est absolument dingue et super utile. Et surtout parce que tu dis, du coup, ben, il y a des comportements à adopter. Par exemple, t'expliquais si on est face à un sanglier et qu'on se met à paniquer, à lui jeter un truc dessus, à hurler, à lever les bras, il va se sentir attaqué. Mais ça, en fait, les gens le savent pas. Alors, ça peut peut-être être vu comme du bon sens, mais on le sait pas de Mhm. manière générale. Et c'est pour ça que ton travail est hyper utile. C'est aussi indépendant de ton travail Enfin, c'est ce que tu as voulu faire de base ou c'est juste une conséquence? C'est une conséquence, mais qui est devenue un pan de mon travail. En gros, parler de la cohabitation avec la faune sauvage, inévitablement, tu dois parler des réflexes à adopter, quoi. Alors, la minute sauvage, c'est pas un guide, hein, j'explique pas point par C'est pas un point. tutoriel how to Ouais, voilà. face un renard. Mais par contre, inévitablement, je me suis mis à en parler. Tu vois, pendant le confinement, il y a plein de gens qui observaient des animaux chez eux, dans leur jardin, notamment des renards, parce qu'en fait, ils faisaient du télétravail, ces personnes-là. Et donc, bah, je me suis dit, ça peut être l'occasion de faire une vidéo pour expliquer comment se comporter avec un renard dans son jardin, quoi. Mais je crois c'est évidemment beaucoup plus profond que ça. C'est qu'il y a euh, quand tu dis là on est sur des ours qui sont en milieu urbain, on n'est pas du tout sur la représentation qu'on se fait de l'animal dans le milieu forestier. En fait, cette représentation-là, encore une fois, je crois qu'elle nous vient vraiment de ce narratif qui consiste à avoir une vision assez binaire et considérer que l'humain vit dans la ville. Et la faune sauvage, elle vit dans une espèce de forêt magique où On la voit jamais. on la verrait jamais, où enfin, il se baladerait patte dans la patte, dans la joie et la bonne humeur, tu vois. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que cela. Les animaux ont cette capacité d'adaptation qui va leur permettre de déterminer si un endroit est propice à l'installation ou pas. Souvent, tu sais, quand je partage des photos de renards ou d'animaux dans la ville, on va me dire, dès que c'est un mammifère, je vais avoir des commentaires en dessous de personnes qui vont s'inquiéter de sa présence et qui vont me dire, enfin, qui vont s'exprimer en disant, pauvre bête, elle est perdue, elle est stressée, qu'est-ce qu'elle fait là? Il faudrait la capturer pour la ramener en forêt. Tu vois, ça c'est vraiment le mécanisme classique. Une intervention pour la ramener dans un endroit que nous, humains, considérons comme étant sa maison. Tu Alors, vois? parce qu'elle serait pas capable
d'identifier où elle peut vivre en fait. Il n'y a que Exactement. nous qui pouvons savoir. Exactement. Voilà, c'est vraiment ça. Et moi, mon travail aussi consiste à faire comprendre que la faune sauvage est douée d'intelligence, qu'elle est capable de s'adapter à des milieux qui parfois peuvent être considérés par l'humain comme absolument pas propices, comme le milieu urbain. Et ça se vérifie assez bien, notamment aujourd'hui avec le renard. On a 30 ans de cohabitation ici à Bruxelles avec le renard, avec un cadre juridique qui prévoit sa protection, etc. Donc c'est assez propice pour lui finalement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les renards qu'on observe ici à Bruxelles, aujourd'hui, en 2025, sont des renards qui sont nés à Bruxelles, et dont les parents sont nés à Bruxelles, et les grands-parents sont nés à Bruxelles. Et donc C'est tous... des Bruxellois pure souche, c'est pure des- souche, Ah pure ouais, souche. ouais, ouais. Et toutes ces générations-là, au fur et à mesure, ont intégré l'activité humaine, l'humain, les propriétés, la propriété privée, etc. Ils savent comment évoluer, s'adapter, vivre, se reproduire, survivre, etc. en milieu urbain. Si tu chopes ces animaux-là, en te disant les pauvres bêtes, elles n'ont rien à faire en ville, on va les remettre dans les Hautes-Fagnes, tu les fous dans les Hautes-Fagnes, ces renards-là, qui sont des renards urbains, vont voir leur espérance de vie chuter drastiquement. Parce qu'ils ne sont pas du tout adaptés à ces milieux-là. Et, euh, et, et moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le milieu urbain est devenu un milieu naturel, entre guillemets, pour certaines espèces. Et pour toutes les espèces, en fait, qu'on observe sur plusieurs générations en pleine ville, quoi. Ouais, c'est vraiment hyper intéressant parce que on le voit et on le voit pas en même temps. C'est un peu intrinsèque à plein de villes en fait, parce que là on parle de Bruxelles, mais il y en a. C'est où que t'as été en Italie? J'étais à Rome, dans les Abruzzes aussi. Mais si tu vas à Berlin, par exemple, tu vas à Berlin, tu te balades le soir à proximité d'un parc où il y a un plan d'eau. Dans la rue, à la tombée de la nuit, tu es susceptible de voir traverser des ratons laveurs. Tu vois. C'est incroyable. Et à Berlin, à Rome, c'était pour les sangliers, pareil. Mais en fait, effectivement, en fonction de la configuration de la ville, elle va être propice à l'installation de certaines espèces en particulier, quoi. Et puis, en fonction de l'évolution des populations de ces espèces. Ici à Bruxelles, pourquoi c'est intéressant pour le renard? Parce qu'en fait, dans les communes qui font le pourtour bruxellois, tu as énormément de propriétés avec jardins, et des jardins qui ne sont pas nécessairement clôturés avec des grillages. C'est généralement délimité par des haies. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça permet aux différentes espèces de se balader en toute discrétion, même en plein jour, et de s'installer dans des propriétés qui sont parfois très grandes, dans des jardins, etc. Ou dans des propriétés qui sont inoccupées, quoi, tu vois. Et cette configuration-là va permettre l'installation d'une espèce comme le renard. Et puis après, tu as d'autres configurations qui vont être plus intéressantes pour le sanglier, pour le raton laveur, pour, je sais pas moi, le hibou grand-duc, pour plein d'espèces. Mais à chaque fois, la typologie de la ville va être favorable à telle ou telle espèce, quoi. Et le sanglier, du coup, quand il est à Bruxelles ou en ville de manière générale, il vit où? Enfin, ils sont dans les parcs alors? Leur terrier, ils dorment où en fait? Sanglier? Ouais. Pour l'instant, des sangliers, en fait, à Bruxelles, hormis ce mâle que j'ai pu observer là, il y a un an, on a quelques incursions par-ci par-là. Alors, on observe des indices de présence, donc allez, des éléments que les animaux vont laisser du fait d'être passés. Quoi. Tu vois le sanglier, il va retourner le sol, bah, tu vois le sol qui est retourné, dans des jardins, dans des parcs principalement. Et, mais il n'y a pas encore eu vraiment d'installation, si tu veux, d'une population de sangliers à Bruxelles. D'après mes pronostics, ça devrait arriver dans les années à venir, quoi. Pourquoi ça arrive? Pour plusieurs raisons. Il y a d'une part l'évolution de la population de sangliers qui a explosé en Wallonie. Tu sais, moi je parle souvent de la chasse dans mon travail, euh, pas vis-à-vis du rapport de domination, etc. Et malgré la chasse de loisirs, les populations de sangliers ont quadruplé en 30 ans. Donc on est à un niveau de surpopulation qui est phénoménal en Wallonie et de manière générale en Europe. Donc d'une part, ça démontre bien que la chasse de loisirs, c'est pas du tout une bonne solution. C'est pas une solution en soi, puisque ça ne Ça permet... régule pas. Ça régule pas, tu vois. Mais est-ce Euh, qu'il y a un besoin de régulation? de moins en moins, dans la mesure où on a le retour du loup,
ici en Belgique, qui est un prédateur naturel. Parce que c'est pour ça, du coup, que les sangliers se sont multipliés. C'est parce qu'ils ont plus de prédateurs naturels, à Non, part les parce que chasseurs. ouais, mais qui est un prédateur quand même assez conséquent, tu vois, Oui, oui, complètement. le chasseur. Enfin, en tout cas, la chasse de loisirs en Belgique. Non, c'est pas pour ça. T'as les effets du dérèglement climatique, les hivers qui sont moins rudes, beaucoup plus doux, donc moins de mortalité au niveau des marcassins, enfin les jeunes sangliers, une reproduction qui est plus fréquente, et surtout, tu as l'agriculture intensive. C'est des restaurants à ciel ouvert pour les sangliers, tu as des champs de maïs, et tu as en plus de ça ce qu'on appelle dans le cadre de la chasse de loisirs le nourrissage dissuasif, L'égrainage. l'agrénage. L'agrénage. Ouais. Et donc tu as des tonnes de bouffe qui sont déversées dans les forêts. Pour Euh, pouvoir facilement avoir accès aux sangliers dans le cadre de la chasse de loisirs, c'est ça, hein? Alors, à la base, c'est inscrit dans le cadre juridique en Wallonie pour éviter, quand on dit nourrissage dissuasif, c'est pour dissuader ces animaux d'aller détruire des parcelles agricoles. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les grands propriétaires terriens qui ont des énormes propriétés de chasse ont compris en balançant de la bouffe en grosse quantité quotidiennement toute l'année dans la forêt, ben, en fait, ils cantonnaient les sangliers sur ces zones-là et ça leur offrait des tableaux de chasse impressionnants, tu vois. C'est dégueulasse. Ouais, c'est immonde. Ouais. Mais il y a des Donc ils pratiques. les appâtent et Ouais, puis ensuite ils font payer des forfaits de chasse, je sais même pas comment ça s'appelle, ouais. pour que des chasseurs de loisirs puissent venir Ouais, c'est les ça. tuer. Et en général, sur ces grosses propriétés, c'est la bourgeoisie, c'est l'aristocratie, etc. Et donc, ce sont des personnes qui font venir leur réseau professionnel, même familial, etc., pour conserver. C'est une activité, quoi. C'est une activité Oui, c'est un presque. loisir, comme le Ouais, nom ouais. l'indique, quoi. Ouais. Et, mais c'est vraiment pour entretenir le réseau. Et puis, il y a un truc de classe aussi, tu vois, d'appartenance, quoi. Et du coup, avoir une propriété sur laquelle tu as des gros tableaux de chasse, bah, évidemment, c'est assez classe vis-à-vis des autres, quoi, tu vois. Donc, enfin, C'est autorisé de faire ça? le nourrissage artificiel ou dissuasif est autorisé dans la plupart de la Wallonie, enfin, des régions de la Wallonie. Mais pour la première chose que tu disais, en fait, c'était pour Oui, oui. les tenir à l'écart des champs. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est toujours autorisé, juridiquement parlant. Il y a des zones comme Stoumont où là, ça a été interdit. Parce que bah, il y avait trop de dégâts, ils avaient des surdensités de sangliers et de cervidés, donc cerbiches. Et donc là, ils ont arrêté l'agrainage, le nourrissage. Mais de manière générale, oui, c'est quelque chose qui est pratiqué à travers la Wallonie, quoi, là où en tout cas tu as des sangliers. Enfin bon. Et donc du coup, on se retrouve avec une surpopulation de sangliers, qui est un animal qui a une capacité de déplacement qui est phénoménale. Tu vois, en 24 heures, il peut parcourir, je sais pas, entre 25 et 50 kilomètres. Donc évidemment, traverser la Wallonie pour arriver jusqu'à Bruxelles, c'est pas bien compliqué, quoi, tu vois. Et puis à Bruxelles, tu as la forêt de Soignes, qui est une forêt périurbaine qui va pénétrer dans la ville. Et ça, c'est une bonne porte d'entrée aussi, tu vois, pour des animaux comme les sangliers qui peuvent qui peuvent se déplacer là en toute discrétion malgré l'activité humaine et socio-récréative dans la forêt, quoi. Mais du coup, ton message, c'est que c'est pas inquiétant qu'ils arrivent en ville, d'une part, et c'est pas spécialement inquiétant qu'ils soient nombreux. Non, non, absolument pas. Ça peut même avoir un effet bénéfique, mais je peux te l'expliquer juste après. Alors, inquiétant, non. Bon, évidemment, moi, je pars du postulat que la faune sauvage devrait pouvoir profiter de l'espace au même titre que l'humain, quoi. Tu vois. Bah, Euh, il y a rien qui te donnerait tort. Bah, si, notre culture et notre manière d'envisager les choses, tu Oui, vois. d'accord, mais la raison veut que on partage l'espace tous ensemble, quoi. Oui, 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 bah oui, en toute logique, moi, ça me paraît évident. Sauf que ça n'est pas le cas, tu vois. T'as beaucoup de personnes qui se disent, ah, les sangliers, ils vont retourner mon jardin, c'est ma propriété privée, je veux bien la partager avec des mésanges, mais pas avec des sangliers, quoi, tu vois. Ok. Moi, j'ai la chance d'avoir pu acheter dernièrement, là, à 42 ans, une maison, tu vois, avec un jardin. Mais malheureusement, mon jardin ne donne pas accès à l'extérieur. Il n'est pas accessible pour des animaux comme les renards ou les sangliers. Mais j'adorerais avoir des renards ou des sangliers ici dans mon jardin à Bruxelles, quoi, tu vois. Mais bon, je comprends que tout le monde n'ait pas envie de partager cette vision, mais peu importe. Tout ça pour te dire que euh,
le fait que des sangliers débarquent en pleine ville, ça pose pas c'est pas problématique en soi. Ça nécessite par contre d'envisager une autre perspective à la fois de la ville et de l'animal sauvage, qu'est le sanglier, et de la notion de cohabitation, quoi. Tu vois, la cohabitation. On me dit souvent, oui, mais cohabiter avec un sanglier, enfin, vous imaginez ce que vous êtes en train de raconter. La cohabitation, c'est compliqué. Je veux dire, même entre êtres humains, c'est compliqué. Tu vois, entre Et même Bruxellois. entre cyclistes et automobilistes, Exactement. par exemple. Mais parce que quand tu parles de partage d'espace, moi, c'est la première chose qui me vient à Mhm, l'esprit. Moi, je suis cycliste ou mhm. piétonne la plupart du temps. Et le partage de l'espace est tout à fait inégal. Je veux dire, les Ouais, routes ouais. pour les voitures, alors certes aussi pour les transports en commun, mais qui prennent beaucoup moins d'espace, prennent toute la place Oui, oui, oui. de Bruxelles. Et en fait, dans les faits, le partage est tout à fait inégal. Mhm. Mais c'est exactement pareil. On a hiérarchisé qui avait droit à l'espace et comment il y accédait, quoi. Ouais, c'est ça. Et la faune, évidemment, est reléguée tout au bout. Ouais, Ouais, après les ouais. cyclistes, après les piétons. Même après le bout, quoi. Mais du coup, euh, la cohabitation, ce qu'il faut comprendre, c'est que la cohabitation est possible, qu'elle nécessite d'envisager, de changer nos propres comportements, nos propres perceptions de l'espace, nos propres perceptions de la ville, et que ça peut être bénéfique. Bénéfique à plusieurs niveaux, notamment je sais pas si tu vois ce que c'est que les zouettes d'Égypte. Absolument pas. Je suis une noob en animaux sauvages. Les zouettes d'Égypte sont des petites oies qui sont arrivées ici à Bruxelles euh, du fait de l'homme, hein, une fois encore. C'est originaire évidemment, comme son nom l'indique, d'Égypte. Mais ces ouettes, ces petites oies, elles ont débarqué ici en Belgique avec l'Expo 58. On s'est dit, ah bah ça peut être sympa. À l'époque, c'était encore, enfin, en termes de perception, en termes de domination, etc., c'était encore pire, évidemment. Et donc on s'est dit, ah tiens, ça peut être cool de ramener des petites oies d'ornement, quoi, tu vois. Et au final, elles se sont adaptées, elles sont installées à Bruxelles. Maintenant, on en a partout, des ouettes d'Égypte. Et elles elles sont assez peu farouches et elles vont utiliser l'espace comme bon leur semble. Et donc, tu es susceptible de les croiser sur la route. Mais oui, elles ressemblent à quoi? C'est pas les oies brunes? Elles sont beige, brunes, avec des ailes en grande partie blanches. Euh, Parce que j'ai déjà vu pas mal d'oies sur la route. Parce que moi, j'habite à côté d'un parc. mhm. Et du coup, il y a pas mal d'oies à ce parc. Ouais, mais Ou ça doit être ou ça. de grands canards. Parce que je ne sais pas faire la différence. C'est dramatique. Ouais, parfois, je roule à vélo et elles sont au milieu de la route. J'ai déjà vu les flics les escorter Ok, excellent. pour les ramener au parc. Parce que, en fait, pour pas qu'elles se fassent écraser, quoi. Mais voilà, mais c'est ça, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, et ça devait être des ouettes d'Égypte, parce que les autres oies qu'on a, qui sont notamment les bernages du Canada, tu vas pas les retrouver sur la route. Mais donc, les ouettes d'Égypte, elles ont tendance à se balader sur la route, sur les voies de chemin de fer, sur les voies de tram, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que les automobilistes adaptaient dans les quartiers où ils avaient l'habitude de croiser des ouettes d'Égypte sur la route, ils adaptaient leur vitesse. Et donc c'était presque des dodanes vivants, quoi, si tu veux. Et donc ça a un effet bénéfique finalement La sécurité routière. sur la sécurité routière, tu vois. Et ça, c'est un des éléments qui pourrait être hyper intéressant si on avait des sangliers qui débarquaient en ville, parce que évidemment, bon, une oie, bon, là, c'est un peu dramatique ce que je veux dire, mais tu percutes une oie, tu tues l'animal, mais ta bagnole, ça va. Tu Ouais. percutes un sanglier, c'est foutu, ta voiture. J'entends encore mon père, quand j'avais 18 ans, me dire « Attention, dans le bois, ralentis, il y a des sangliers. Voilà, tu vois. » Vraiment? Et ça, c'est génial. Moi, c'est ce dont je rêve, en fait, ici à Bruxelles, que les gens se disent, bon, bah, ok, en fait, on va rouler plus calmement, tu vois. Mais c'était clairement pour pas que j'abîme ma voiture. Mais Hein. voilà, c'est ça. C'est pas pour ne pas esquinter un Mais on piéton, s'en quoi, fout tu vois. parce que la conséquence est la même. Ouais. Mais du coup, enfin, moi, je trouve ça génial et potentiellement, ça peut mener à ça. Il y a d'autres effets, hein. À Rome, j'ai parlé avec pas mal de gens sur place et tu avais des familles qui avaient donné des petits noms aux sangliers, qui allaient les voir dans des parcs, et c'était leur animal de compagnie. Donc tu as un rapport aussi à l'animal sauvage qui est encore différent, tu vois.
Et puis, ça change complètement la perception. Je parle tout le temps de perception, mais pour moi, c'est hyper important. C'est que la plupart des gens vont considérer cet animal, le sanglier en particulier, comme dangereux. Euh, pour ce que j'ai expliqué, parce que historiquement, c'est un animal qui est capable de se défendre, qui a déjà esquinté des humains, et donc on Qui se a dit son oulala. passif, ouais. Mais c'est dans un contexte très précis. Alors qu'en milieu urbain, l'absence de chasse, le fait que l'animal sauvage sur des générations commence à considérer l'humain comme son simple voisin, en fait, permet d'envisager la relation à l'animal de manière complètement différente et permet d'envisager la perception de l'animal aussi différemment. Et donc à Rome, tu as des personnes qui ont été d'année en année confrontées à des sangliers, qui ont compris qu'ils ne devaient pas en avoir peur, qui ont compris comment se comporter vis-à-vis de cet animal, et au fur et à mesure, ont développé une toute autre relation qui est hyper enrichissante, à la fois pour le sanglier, mais aussi pour l'être humain, quoi. Et ça, moi, c'est ce vers quoi j'ai envie qu'on aille, en fait, tu vois. Qu'on arrête de considérer que les animaux vivent dans la forêt, les humains dans les villes et agglomérations. Parce que si aujourd'hui, on a une faune sauvage qui est calfeutrée dans la forêt, en Belgique et en Europe, c'est pour une raison toute simple. C'est parce que on a passé des décennies, voire des siècles, à les agresser en permanence, du fait de la chasse de loisirs, du fait de la pression exercée par cette chasse, et qu'aujourd'hui, tu as des espèces qui sont devenues nocturnes, simplement à cause de ça. Donc le sanglier en fait partie. À la base, c'était une espèce qui était diurne, et qui d'un coup, assez rapidement, est devenue nocturne, parce qu'elle a compris que la chasse se pratiquait pas la nuit, quoi. Donc je sais pas si tu t'imagines. C'est horrible. Ouais. On a transformé des espèces Mhm. parce on a ce besoin de les dominer Ouais. pour les tuer. Mhm. Et le constat est le suivant, c'est qu'en milieu urbain, où ces animaux, on leur fout la paix, ces animaux, peu importe les espèces, qui sont perçus comme nocturnes, réadoptent des comportements diurnes et une activité sociale diurne. Parce qu'en fait, ils comprennent que ici, On en va fait, pas les tuer ici, ouais, quoi. ici, ils sont relax. Et allez, pour beaucoup, même dans le milieu naturaliste, etc., on va considérer qu'un bon animal, un bon animal sauvage, c'est un animal qui a peur de l'être humain. Tu vois, c'est logique, quoi. S'il a pas peur, c'est qu'il y a un problème. Mais ça, c'est typiquement occidental. Ou qu'il est agressif, du coup. Vu qu'il ne fuit Oui, pas, oui, oui, il est il agressif. représente une menace. Ouais, clairement. Alors qu'il est juste là, quoi. Oui, Il fait en sa fait, vie, il est quoi. juste relax, il vit sa vie. Et ça, cette vision-là, elle est typiquement occidentale. Et moi, c'est ce que j'essaie de mettre en perspective, c'est de dire ce qu'on nous vend comme étant normal. Je suis pas certain que ce soit la normalité. Je pense qu'on pourrait totalement envisager les choses différemment. Si demain, on arrêtait de tirer à tout va plusieurs mois par an sur la faune sauvage, dans les 5 années qui suivent, on verrait des animaux partout. Et on profiterait de leur présence. Ce serait plus quelque chose qui serait vécu comme exceptionnel. Serait quelque chose qui ferait partie de notre quotidien et qui participerait en plus à notre bien-être, tu vois. Enfin, c'est assez dingue. Ouais. Tu disais justement dans le milieu dans lequel tu évolues, parce que à Bruxelles, tu es un peu un ovni, hein, tu es un peu le seul qui... Enfin, en tout cas, à ma connaissance, Mhm. qui fait ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une communauté de personnes comme toi qui s'intéressent à la faune sauvage en milieu urbain, périurbain, ou tu es un peu solo? T'as pas mal de photographes animaliers amateurs. T'as beaucoup de naturalistes qui en général qui se sont spécialisés sur une espèce ou un groupe d'espèces, quoi, tu vois, genre des ornithos, des entomologistes, etc. Et puis t'as le milieu associatif, quoi. Mais c'est vrai que c'est aussi perçu un peu comme... Enfin, tu vois, quand on m'interviewe par exemple dans la presse, on va vite tourner le sujet euh, par rapport à quelque chose de mignon, tu vois. Mhm. C'est les petits oiseaux, oh les petits renardos, c'est mignon, tu vois. Alors qu'en fait, il y a tellement de trucs à dire et dont on pourrait s'inspirer pour évoluer, pour grandir, quoi. Mais malheureusement, on considère toujours la faune sauvage comme des objets et toujours la faune sauvage comme quelque chose de un peu enfantin, quoi, tu vois. C'est oui, les petits oiseaux, c'est mignon. Alors qu'en fait, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs à voir, plein de trucs à dire qui sont hyper inspirants dans les comportements, dans l'évolution des populations, dans le rapport qu'on a avec. Mais du coup, pour répondre à ta question, il y a des gens qui s'y intéressent, mais c'est vrai que moi, mes potes de boulot, quoi, si tu veux, que je retrouve sur le terrain pour observer les animaux, etc., c'est des naturalistes qui ont 50, 60, 70 balais, tu vois. C'est tous des vieux, quoi.
dont la connaissance va se perdre. Donc c'est aussi hyper important ton travail, parce que j'ai Ouais, l'impression que ouais. c'est un peu de la transmission. Vu que toi, tu es au contact de ces personnes qui sont Mm. plutôt âgées, et tu fais du travail de vidéo, tu fais de la presse, tu fais des TED Talks, tu fais de la transmission en fait finalement. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, quand j'ai réfléchi à la Minute Sauvage, je me suis dit, ok, t'es photographe animalier, t'as ces connaissances naturalistes, t'aimes bien la photo, etc., la vidéo. Comment est-ce que tu peux amener quelque chose en plus, tu vois? L'image du photographe animalier qu'on a de manière générale, enfin quand on en a une, quoi, c'est le mec qui est camouflé, perdu dans le fin fond d'une forêt ou dans des conditions climatiques atroces, tu vois, des tempêtes de neige, etc., dans des endroits inaccessibles, quoi, tu vois. Et je me suis dit, mais toi, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que t'aimes, tu vois, vraiment. Et c'est là que je me suis rendu compte que la faune sauvage en milieu urbain, c'était l'une de mes spécificités et que personne n'en parlait, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers ça, parce que c'est ce que je connaissais vraiment, et que ça allait amener quelque chose en plus de ce qui se faisait déjà, quoi. Et donc, euh, et donc voilà. Et donc, mais enfin, la Minute Sauvage, ça a 7 ans, donc maintenant il y a plein de gens qui s'y intéressent, et clairement il y a un essor euh, par rapport à cette thématique aujourd'hui. Et je crois que la Minute Sauvage y est pour quelque chose, mais tant mieux, tu vois. Tant mieux que les gens prennent conscience que la ville n'est pas juste occupée par l'humain et qu'il y a, il y a plein d'autres êtres vivants avec lesquels on cohabite. Et en transmettant en plus toute cette connaissance que tu as accumulée les 7 dernières années, potentiellement tu donnes aussi envie à des plus jeunes de s'y intéresser aussi et donc potentiellement de devenir des naturalistes urbains pour prendre la relève des personnes plus âgées que tu côtoies actuellement. Donc tu fais partie aussi d'augmenter la représentation en fait. Ces personnes existent, elles étudient la faune urbaine, c'est hyper important. Et du coup, ça, en fait, on sait que c'est possible, du coup, parce que sinon, on pense même pas que c'est un métier, que c'est une option, en fait. Ouais, 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 complètement. Et ça, c'est hyper intéressant parce que je suis contacté de plus en plus souvent par des étudiants, tu vois, en biologie, en sociologie, qui s'intéressent à ces questions-là. Et j'ai pas le sentiment qu'il y avait beaucoup d'intérêt avant le début de la Minute Sauvage, quoi. Même si tu regardes, tu sais, en Belgique, on a le Jardin Extraordinaire. Jardin Extraordinaire, quand j'ai commencé à partager mes photos et mes vidéos, ils m'ont contacté assez rapidement pour me dire ah, t'as pas envie de nous parler des renards à Bruxelles? Avant ça, le Jardin Extraordinaire, il te parlait des bœufs musqués dans les pays nordiques. Enfin, tu vois, des trucs complètement inaccessibles, en fait, tu vois. Euh, alors qu'en fait, la nature, elle est. Enfin, la nature, le vivant, il est tout autour de nous. Et. Et il faut pas nécessairement aller au Kenya pour observer des animaux incroyables. En regardant par la fenêtre, tu peux voir des animaux exceptionnels ici à Bruxelles, quoi. C'est super intéressant. Je vois que ça fait déjà quasi 45 minutes qu'on discute. Juste pour clôturer, c'est quoi les projets de la Minute Sauvage? C'est quoi la suite? T'aspires à quoi? Ben là, je suis en train de bosser sur la réalisation d'un documentaire qui traitera de la situation de la faune sauvage à Bruxelles et de l'impact de l'aménagement du territoire sur celle-ci. Parce que tu sais, il y a des sites qui sont extrêmement riches biologiquement parlant, dans Bruxelles, des friches, des terrains vagues, des zones inoccupées par l'activité humaine, et qui sont menacées par des projets immobiliers. Donc, j'ai fait un bouquin là-dessus, j'ai fait des conférences, j'ai fait des expos, et là maintenant, voilà, c'est un peu le dernier projet que j'ai pour traiter cette thématique, qui est celui de faire un documentaire de un moyen format, quoi, 52 minutes. Et donc ça, c'est le prochain projet qui va voir le jour et qui sortira fin de l'année 2025. Mais sinon, j'ai en tête de faire un troisième bouquin. J'ai fait un bouquin sur Bruxelles, un bouquin sur les villes européennes. Et là, j'ai envie de revenir à Bruxelles, enfin de refaire un bouquin sur Bruxelles, et justement pour anticiper l'arrivée des sangliers, notamment, mais pas que, aussi les ratons laveurs, les hiboux grand-ducs, etc., ici à Bruxelles, en partant du postulat qu'on ait une expertise de plus de 30 ans en termes de cohabitation avec le renard, qui pourrait nous permettre d'éviter de faire de grosses erreurs quand les, Cette espèce voudrait arriver, quoi. voilà, quand d'autres espèces, notamment le sanglier, commencera à s'installer réellement dans la région de Bruxelles. Parce qu'on a vraiment une expertise avec le renard qui peut nous permettre de gagner du temps, d'envisager les choses différemment, euh,
de préparer le bruxellois et à cohabiter avec ce genre d'animaux, quoi. Mais ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte qu'on ait des ratons laveurs et des sangliers à Bruxelles. Merci beaucoup en tout cas Thomas, c'était hyper intéressant. Merci à toi. Et à bientôt. Ouais, avec grand plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Épicéa et d'ici là, prenez soin de vous.